1984 de George Orwell, partie 1, chapitre 5. Dans la cantine au plafond bas, située dans un sous-sol profond, la queue pour le lunch avançait lentement par saccades. La pièce était déjà comble et le bruit assourdissant. À travers le grillage du comptoir, la fumée du ragoût se répandait avec une aigre odeur métallique qui ne couvrait pas entièrement le fumet du gin de la victoire. À l'extrémité de la pièce, il y avait un petit bar. C'était un simple trou dans le mur où l'on pouvait acheter du gin à 10 cents le grand verre à liqueur. Voilà tout juste l'homme que je cherchais, dit une voix derrière Whitson. Celui-ci se retourna. C'était son ami Sim, qui travaillait au service des recherches. Peut-être ami n'était-il pas tout à fait le mot juste. On n'avait pas d'amis à l'heure actuelle, on avait des camarades. Mais il y avait des camarades dont la société était plus agréable que celle des autres. Sim était un philologue, un spécialiste en novlangue. À la vérité, il était un des membres de l'énorme équipe d'experts occupée alors à compiler la 11e édition du dictionnaire novlangue. C'était un garçon minuscule, plus petit que Winston, aux cheveux noirs, aux yeux grands et gros bleus, triste et ironique à la fois. Il paraissait scruter de près, en parlant, le visage de ceux à qui il s'adressait. Je voulais vous demander si vous avez des lames de rasoir, dit-il. Pas une, répondit Winston avec une sorte de hâte de dissimuler un sentiment de culpabilité. J'ai cherché partout, il n'en existe plus. Tout le monde demandait des lames de rasoir. Il y en avait actuellement 2 neuves qu'il gardait précieusement. Depuis des mois, une dizaine de lames sévissaient. Il y avait toujours quelques articles de première nécessité dans les magasins du parti étaient incapables de fournir. Parfois, c'était les boutons, parfois la laine à repriser, d'autres fois, c'était les lacets de souliers. C'était maintenant les lames de rasoir qui manquaient. On ne pouvait mettre la main dessus quand on y arrivait, qu'en trafiquant plus ou moins en cachette au marché libre. Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame, ajouta Winston qui montait. La queue avançait d'une autre saccade. Lorsqu'elle s'arrêta, Winston se retourna encore vers Sim. Chacun d'eux préleva dans une pile qui se trouvait au bord du comptoir un plateau de métal graisseux. Êtes-vous allé voir hier la pendaison des prisonniers demanda Sim. Je travaillais, répondit Winston avec indifférence. Je verrai cela à la télé, je pense. C'est un sus cette année, tout à fait insuffisant, dit Sim. Ses yeux, moqueurs, dévisageaient Winston. Je vous connais, semblait-il dire. Je vous perce à jour. Je sais parfaitement pourquoi vous n'êtes pas allé voir ces prisonniers. Intellectuellement, Sim était d'une orthodoxie venimeuse. Il pouvait parler avec une désagréable jubilation satisfaite des raids d'hélicoptères sur les villages ennemis, des procès et des confessions des criminels de la pensée, des exécutions dans les caves du ministère de l'amour. Pour avoir avec lui une conversation agréable, il fallait avant tout l'éloigner de tels sujets et le pousser, si possible, à parler de la technicité du novlangue, matière dans laquelle il faisait autorité et se montrait intéressant. Winston tourna légèrement la tête pour éviter le regard scrutateur des grands yeux sombres. C'était une belle pendaison, dit Sim, qui revoyait le spectacle. Mais je trouve qu'on a gâché en attachant les pieds. J'aime les voir frapper du pied. J'aime surtout, à la fin, voir la langue se projeter toute droite et bleue d'un bleu éclatant. Ce sont ces détails-là qui m'attirent. Au suivant, s'il vous plaît, glapit le prolétaire en tablier bleu qui tenait une louche. Winston et Sim passèrent leur plateau sur le grillage. Sur chacun furent rapidement amoncelés les éléments du déjeuner réglementaire. Un petit bol en métal plein d'un ragoût d'un gris rosâtre, un quignon de pain, un carré de fromage, un tabac de café de la Victoire, sans lait et une tablette de saccharine. Il y a une table là-bas sous le télécran d'Issim. Nous prendrons un gin en passant. Le gin leur fut servi dans des tasses chinoises, sans anse. Ils se faufilèrent à travers la salle encombrée et déchargèrent leur plateau sur la surface métallique d'une table. Sur un coin de cette table, quelqu'un avait laissé une plaque de ragoût, immonde brouet liquide qui ressembla à une vomissure. Winston saisit sa tasse de gin, s'arrêta un instant pour prendre son élan et avala le liquide médicamenteux à goût d'huile. Des larmes lui firent clignoter les yeux. Il s'aperçut, soudain, quand il les eut essuyés, qu'il avait faim.
Il se mit à avaler les cuillerées de ce ragoût qui montrait, au milieu d'une abondante lavasse, des cubes d'une spongieuse substance rosâtre qui était probablement une préparation de viande. Aucun d'eux ne parla avant qu'ils n'eussent vidé leur récipient. À la table, qui se trouvait à gauche, un peu en arrière de Winston, quelqu'un parlait avec volubilité sans arrêt. C'était un baragouinage discordant, presque analogue, et un caquetage d'un canard qui perçait à travers le vacarme ambiant. Comment va le dictionnaire demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. Lentement, répondit Sim. Je suis aux adjectifs, c'est fascinant. Le visage de Sim s'était immédiatement éclairé, au seul mot de dictionnaire. Il poussa de côté le récipient qui avait contenu le ragoût, prit d'une main délicate son quignon de pain, de l'autre son fromage, et se pencha au-dessus de la table pour se faire entendre sans crier. La 11e édition est l'édition définitive, dit-il. Nous donnons au novlangue sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus aucune autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. Il mordit dans son pain avec appétit, avala 2 bouchées, puis continua à parler avec une sorte de pandétisme passionné. Son mince visage brun s'était animé. Ses yeux avaient perdu leur expression moqueuse et étaient devenus rêveurs. C'est une belle chose, la destruction des mots, naturellement. C'est dans les vers et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets. Mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez bon par exemple. Si vous avez un mot comme bon, quelle nécessité y a-t-il d'avoir un mot comme mauvais? Un bon fera tout aussi bien, même mieux, parce qu'il est l'opposé exact de bon. Mais que n'est pas l'autre mot? Si l'on désire un mot plus fort que bon, quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme excellent, splendide et tout le reste? Plus bon englobe l'essence de tous ces mots. Et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement. En réalité, un seul mot. Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela? Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Au nom de Big Brother, une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Sim, néanmoins, perçut immédiatement un certain manque d'enthousiasme. Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston, dit-il presque tristement. Même quand vous écrivez, vous pensez en ancilangue? J'ai lu quelques-uns des articles que vous écrivez parfois dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que le novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année? Winston l'ignorait, naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait, car il n'osait se risquer à parler. Sim prit une autre bouchée de pain noir, le mâcha rapidement et continua. Ne voyez-vous pas dans le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat, mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a plus, dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait.
le novlangue et Langsok et le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu'en l'année 2050 au plus tard, il n'y aura pas un seul être humain, vivant, capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant? Sauf, commença Winston avec un accent dubitatif, mais il s'interrompit. Il avait sur le bout de la langue les mots sauf les prolétaires, mais il se maîtrisa. Il n'était pas absolument certain que cette remarque fût tout à fait orthodoxe. Sim, cependant, avait deviné ce qu'il allait dire. Les prolétaires ne sont pas des êtres humains, dit-il négligemment. Vers 2050, plutôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque chose de différent, ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu'ils étaient jusque-là. Même la littérature du parti changera. Même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir la devise comme la liberté c'est l'esclavage alors que le concept même de la liberté aura été aboli? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant, qui n'a pas besoin de penser. L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudain Winston avec une conviction certaine, Sim sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ces individus-là. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna un peu de côté sur sa chaise pour boire son café. À la table qui se trouvait à gauche, l'homme à la voix stridente continuait impitoyablement à parler. Une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire et qui tournait le dos à Winston, l'écoutait et semblait approuver avec ardeur tout ce qu'il disait. De temps en temps, Winston saisissait quelques remarques comme Je pense que vous avez raison à un tel point. Si vous saviez comme je vous approuve, émise d'une voix féminine, jeune et plutôt sotte. Mais l'autre ne s'arrêtait jamais, même quand la fille parlait. Winston connaissait l'homme de vue. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il occupait un poste important au commissariat au roman. C'était un homme d'environ 30 ans, au cou musclé, à la bouche large et frémissante. Sa tête était légèrement rejetée en arrière, et à cause de l'angle sous lequel il était assis, ses lunettes réfractaient la lumière et présentaient, à la place des yeux, des disques vides. Ce qui était légèrement horrible, c'est qu'il était presque impossible de distinguer un seul mot du flot de paroles qui se déversait de sa bouche. Une fois seulement, Winston perçut une phrase, complète et finale, élimination de Goldstein, lancée brusquement avec volubilité et d'un bloc, semblait-il, comme une ligne de caractères typographiques composée pleine. Le reste n'était qu'un bruit, qu'un caquetage. Pourquoi, bien qu'on ne pût entendre, on ne pouvait avoir aucun doute sur la nature générale de ce que disait l'homme? Peut-être dénonçait-il Goldstein et demandait-il des mesures plus sévères contre les criminels par la pensée et les saboteurs. Peut-être fulminait-il contre les atrocités de l'armée eurasienne. Peut-être encore glorifiait-il Big Brother et les héros du front de Malabar. Peu importait. Quel que fût le sujet de sa conversation, on pouvait être sûr que tous les mots en étaient d'une pure orthodoxie, d'un pur Hanksok. Tandis qu'il regardait le visage sans yeux, dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans le sens vertical, Winston avait l'étrange impression que cet homme n'était pas un humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé, qui n'était pas le cerveau de l'homme qui s'exprimait, c'était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de mots, mais ce n'était pas du langage dans le vrai sens du terme, c'était un bruit émis en l'état d'inconscience, comme le caquetage d'un canard. Sim, depuis un moment, était silencieux et traçait des dessins avec la manche de sa cuiller dans la flaque de ragoût. La voix, à l'autre table, continuait son caquetage volubile, aisément audible en dépit du vacarme environnant. Il y a un mot en novlangue, dit Sim, je ne sais si vous le connaissez, canelangue, caquetage du canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont deux sens opposés.
appliquée à un adversaire, c'est une insulte. Adressée à quelqu'un avec qui l'on est d'accord, c'est un éloge. Indubitablement, Sim sera vaporisé, pensa de nouveau Winston. Il le pensa avec une sorte de tristesse, bien qu'il sût que Sim le méprisait et éprouvait pour lui une légère antipathie. Sim était parfaitement capable de le dénoncer comme criminel par la pensée s'il voyait une raison quelconque de le faire. Il y avait quelque chose qui clochait subtilement chez Sim. Quelque chose lui manquait. Il manquait de discrétion, de réserve, d'une sorte de stupidité restrictive. On ne pouvait dire qu'il ne fût pas orthodoxe. Il croyait au principe de Langsock. Il vénérait Big Brother. Il se réjouissait des victoires. Il détestait les hérétiques. Et pas simplement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle incessant, un savoir chaque jour révisé dont n'approchaient pas les membres ordinaires du parti. Cependant, une équivoque et bizarre atmosphère s'attachait à lui. Il disait des choses qu'il aurait mieux valu taire. Il avait lu trop de livres. Il fréquentait le café du châtaignier. Rendez-vous de peintres et de musiciens. Il n'y avait pas de loi, même pas de loi verbale, qui défendit de fréquenter le café du châtaignier. Cependant, y aller constituait en quelque sorte un mauvais présage. Les vieux meneurs discrédités du parti avaient l'habitude de se réunir là avant qu'ils fussent finalement emportés par l'épuration. Goldstein lui-même, disait-on, avait parfois été vu là, il y avait des dizaines d'années. Le sort de Sim n'était pas difficile à prévoir. C'était en fait pourtant que s'il soupçonnait, ne fût-ce que 3 secondes, la nature des opinions de Winston. Il le dénoncerait instantanément à la police de la pensée. Ainsi, d'ailleurs, ferait n'importe qui. Mais Sim, plus sûrement que tout autre, ce zèle, cependant, était insuffisant. La suprême orthodoxie était l'inconscience. Sim leva les yeux. Voilà Parsons, se dit-il. Quelque chose dans le son de sa voix sembla ajouter ce bougre d'imbécile. Parson, colocataire de Winston au bloc de la Victoire, se faufilait en effet à travers la salle. C'était un gros homme de taille moyenne, aux cheveux blonds et au visage de grenouille. À 35 ans, il prenait déjà de la graisse et montrait des rouleaux au cou et à la taille, mais ses gestes étaient vifs et périls. Toute son apparence rappelait celle d'un petit garçon trop poussé, si bien qu'en dépit de la combinaison réglementaire qu'il portait, il était presque impossible de l'imaginer autrement que vêtu du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge des espions. Lorsqu'on l'évoquait, on se représentait toujours des genoux à fossettes, avec des manches roulées sur des avant-bras dodus. Parsons, en effet, revenait invariablement au short chaque fois qu'une sortie collective ou une autre activité physique lui en fournissait le prétexte. Il les saluait à tous deux d'un joyeux Hola et s'assit à leur table. Il dégageait une forte odeur de sueur. Des gouttes recouvraient tout son visage rosé. Son pouvoir de transpiration était extraordinaire. Au centre communautaire, on pouvait toujours, par l'humidité du manche de la raquette, savoir s'il avait joué au ping-pong. Sim avait sorti une bande de papier sur laquelle il avait une longue colonne de mots et il étudiait un crayon à encre à la main. Regardez-le travailler maintenant à l'heure du déjeuner, dit Parson en poussant Winston du coude. C'est du zèle, hein? Qu'est-ce que vous avez là, vieux frère? Quelque chose d'un peu trop savant pour moi, je suppose. Smith, mon vieux, je vais vous faire dire pourquoi je vous poursuis. C'est à cause de cette cotisation que vous avez oublié de me payer. Quelle cotisation demanda Winston en se tachant les poches automatiquement pour trouver de la monnaie. Un quart environ du salaire de chaque individu était réservé aux souscriptions volontaires, lesquelles étaient si nombreuses qu'il était difficile d'en tenir une comptabilité. Pour la semaine de la haine, on collecte maison par maison. Vous savez ce que c'est? Je suis le trésorier de notre immeuble. Nous faisons un effort prodigieux. Nous allons pouvoir en mettre plein la vue. Ce ne sera pas ma faute, je vous le dis, si ce vieux bloc de la Victoire n'a plus le plus bel assortissement de drapeaux de toute la rue. C'est 2 $ que vous m'avez promis. Winston trouva 2 $ graisseux et sales qu'il tendit à Parsons. Celui-ci, de l'écriture nette des illettrés,
nota le montant de la somme sur un petit carnet. À propos, vieux, dit-il, on m'a raconté que mon petit coquin de garçon a lâché sur vous hier un coup de son lance-pierre. Je lui ai mal lavé la tête. En fait, je lui ai dit que je lui enlèverais son engin s'il recommençait. Je crois qu'il était un peu bouleversé de ne pas aller à l'exécution, dit Winston. Ah oui, je veux dire, il montre un bon esprit, n'est-ce pas? Ces petits galopins bien turbulents, tous les deux, mais vous parlez d'une ardeur. Il ne pense qu'aux espions, à la guerre aussi, naturellement. Savez-vous ce qu'a fait mon numéro de petite fille samedi dernier quand elle était avec sa troupe sur la route de Burkhamsted? Elle et deux autres petites filles se sont échappées pendant la marche. Elles ont passé tout l'après-midi, figurez-vous, à suivre un type. Pendant 2 heures, elles ne l'ont pas quitté des talons. Droit dans le bois, et quand elles sont arrivées à Amersam, elles l'ont fait prendre par une patrouille. Pourquoi ont-elles fait cela demanda Winston un peu abasourdi. Parson continua sur un ton triomphant. Le gosse était convaincu qu'il était une sorte d'agent de l'ennemi. Il avait pu être parachuté, par exemple. Mais là, est-ce le point, mon vieux? Qu'est-ce que vous croyez qui a en premier lieu éveillé des soupçons? Elle avait remarqué qu'il portait de drôles de chaussures. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu personne porter des chaussures pareilles. Il y avait donc des chances pour qu'il soit un étranger. Assez fort, pas? Pour une gamine de 7 ans. Qu'est-ce qui arrivait à l'homme demanda Winston. Ça, je ne pourrais pas vous le dire, naturellement. Mais je ne serais pas du tout surpris si... Ici, personne fit le geste d'épauler un fusil et fit claquer sa langue pour imiter la détonation. Bien, dit Sim distraitement, sans lever les yeux de sa bande de papier. Naturellement, nous devons nous méfier de tout, convint Winston. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en guerre, dit Parsons. Comme pour confirmer ces mots, un appel de clairon fut lancé du télécran juste au-dessus de leur tête. Cette fois, pourtant, ce n'était pas la proclamation d'une victoire militaire, mais simplement une annonce du ministère de l'Abondance. Camarades, cria une jeune voix ardente. Attention, camarades, nous avons une grande nouvelle pour vous. Nous avons gagné la bataille de la production. Les statistiques, maintenant complètes, du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le standard de vie s'est élevé de rien moins de 20% au-dessus du niveau de celui de l'année dernière. Il y a eu, ce matin, dans tout l'Océania, d'irrésistibles manifestations spontanées ou de travailleurs qui sont sortis des usines et des bureaux et ont défilé avec des bannières dans les rues. Ils criaient leur gratitude à Big Brother pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage direction nous a procurée. Voici quelques-uns des chiffres obtenus. Denrées alimentaires. La phrase notre vie nouvelle et heureuse revint plusieurs fois. C'était, depuis peu, une phrase favorite du ministère de l'Abondance. Parsons, son attention éveillée par l'appel du clairon, écoutait bouche bée, avec une sorte de solennité, de pieux ennui. Il ne pouvait suivre les chiffres, mais il n'ignorait pas qu'ils étaient d'une cause de satisfaction. Il y avait sorti une pipe énorme et sale, déjà bourrée à moitié de tabac noirci. Avec la ration de 100 grammes par semaine de tabac, il était rarement possible de remplir une pipe jusqu'au bord. Winston fumait une cigarette de la Victoire qu'il tenait soigneusement horizontale. La nouvelle ration ne serait pas distribuée avant le lendemain, et il ne lui restait que 4 cigarettes. Il avait pour l'instant fermé ses oreilles au bruit de la salle et écouté les balivernes qui richelaient du télécran. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté jusqu'à 20 grammes par semaine la ration de chocolat. Et ce n'est qu'hier, réfléchit-il, qu'on a annoncé que la ration allait être réduite à 20 grammes par semaine. Est-il possible que les gens avalent cela après 24 heures seulement? Oui, il l'avait. Parsons l'avait facilement, avec une stupidité animale. La créature, sans yeux de l'autre table, l'avalait passionnément, fanatiquement, avec un furieux désir de traquer, de dénoncer, de vaporiser quiconque s'aviserait de suggérer que la ration de 30 grammes, il n'y avait cela qu'une semaine. Sim, lui aussi, avalait cela par des cheminements toutefois plus complexes qui impliquaient la double pensée. Winston était-il donc le seul à posséder une mémoire? La fabuleuse statistique
continuait à couler du téléécran. Comparativement à l'année précédente, il y avait plus de nourriture, plus de maisons, plus de meubles, plus de casseroles, plus de combustible, plus de navires, plus d'hélicoptères, plus de livres, plus de bébés, plus de tout en dehors de la maladie, du crime et de la démence. D'année en année, de minute en minute, tout, les choses, les gens, tout s'élevait dans un bourdonnement. Winston, comme Sim l'avait fait plus tôt, avait pris sa cuillère et barboté dans la sauce pâle qui coulait sur la table. Il étirait en un dessin une longue bande de cette sauce et songeait avec irritation aux conditions matérielles de la vie. Est-ce qu'elle avait toujours été ainsi? Est-ce que la nourriture avait toujours eu ce goût-là? Il jeta un regard circulaire dans la cantine. Une salle sombre, comble, au plafond bas, aux murs salis par le contact de corps innombrables, de tables et de chaises de métal cabossées, placées si près les unes des autres que les coudes des gens se touchaient. Des cuillers tordus, des plateaux bosselés, des grossières tasses blanches, toutes les surfaces graisseuses et de la crasse dans toutes les fentes. Une odeur composite et aigre, de mauvais gin, de mauvais café, de ragoûts métalliques et de vêtements sales. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation, la sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque, dont il peut se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. On n'avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne fussent pleins de trous. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Le thé était une rareté. Le café avait un goût d'eau sale, les cigarettes étaient en nombre insuffisant. Rien n'était bon marché et abondant, à part le gin synthétique. Cet état de choses devenait plus pénible à mesure que le corps vieillissait, mais de toute façon, que quelqu'un fût écœuré par l'inconfort, la malpropreté et la pénurie, par les interminables hivers, par les chaussettes gluantes, les ascenseurs qui ne marchaient jamais, l'eau froide, le savon graisseux, les cigarettes qui tombaient en morceaux, les aliments infects au goût étrange, n'est-ce pas signe que l'ordre naturel des choses était violé? Pourquoi avait-il du mal à supporter la vie actuelle, si ce n'est qu'il avait une sorte de souvenir ancestral d'une époque où tout était différent? Encore une fois, Winston fit du regard le tour de la cantine. Presque tout était laid, et ils auraient encore été laids même s'ils avaient été vêtus autrement que la combinaison bleue d'uniforme. À l'extrémité de la pièce, assis, seul à une table, un petit homme qui ressemblait curieusement à un scarabée buvait une tasse de café. Ses petits yeux lançaient des regards soupçonneux de chaque côté, comme il était facile, à condition d'éviter de regarder autour de soi, pensa Winston, de croire que le type physique idéal fixé par le parti existait, et même prédominait, garçon grand et musclé, fille à la poitrine abondante, blond, pleine de vitalité, bronzé par le soleil, insouciant. Actuellement, autant qu'il pouvait en juger, la plupart des gens de la première région aérienne étaient petits, bruns, disgracieux. Il était curieux de constater combien le type scarabée proliférait dans les ministères. On y voyait de petits hommes courteaux qui, très tôt, devenaient corpulents. Il avait de petites jambes, des mouvements rapides et précipités, des visages gras sans expression, de très petits yeux. C'était le type qui semblait prospérer le mieux sous la domination du parti. L'annonce du ministère de l'Abondance s'acheva sur un autre appel de clairon et fit place à une musique criarde. Parsons, que le bombardement des chiffres avait animé d'une vague enthousiasme, enleva sa pipe de sa bouche. Le ministère de l'Abondance a certainement fait du bon travail cette année, dit-il en secouant la tête d'un air entendu. À propos, vieux Smith, je suppose que vous n'avez aucune lame de rasoir à me céder? Pas une, répondit Winston. Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame moi-même. Ah bon? Je voulais seulement tenter ma chance, vieux. Je regrette, dit Winston. La voix cancanante à l'autre table, momentanément réduite au silence pendant l'annonce du ministère, avait recommencé à se faire entendre plus forte que jamais. Winston se surprit soudain à penser à madame Parsons. Il revoyait ses cheveux en mèche,
la poussière des plis sur son visage. D'ici 2 ans, ces enfants la dénonceraient à la police de la pensée. Madame Parson serait vaporisée. Sim serait vaporisé. Winston serait vaporisé. O'Brien serait vaporisé. D'autre part, Parson, lui, ne serait jamais vaporisé. La créature sans yeux à la voix de canard ne serait jamais vaporisée. Les petits hommes scarabées qui se hâtaient avec tant d'agilité dans le labyrinthe des couloirs du ministère ne seraient jamais, eux non plus, vaporisés. Et la fille aux cheveux noirs, la fille au commissariat, au roman, elle non plus, ne serait jamais vaporisée. Il semblait à Winston qu'il savait instinctivement qu'il survivrait et qu'il périrait, bien qu'il ne fût pas facile de dire quel élément entraînait la survivance. Il sortit à ce moment de sa rêverie avec un violent sursaut. La fille assise à la table voisine s'était à demi retournée et le regardait. C'était la fille aux cheveux noirs. Elle le regardait du coin de l'œil, mais avec une curieuse intensité. Dès que leurs regards se rencontrèrent, elle détourna les yeux. Winston eut le dos mouillé de sueur. Un horrible frisson de terreur l'étreignit. La souffrance disparut, mais presque aussitôt, mais non plus sans laisser une sorte de malaise irritant. Pourquoi le surveillait-elle? Pourquoi s'obstinait-elle à le poursuivre? Il ne pouvait malheureusement pas se rappeler si elle était déjà à cette table quand il était arrivé ou si elle y était venue après. Mais la veille, de toute façon, elle s'était assise immédiatement. Derrière lui, quand il n'avait pour cela aucune raison, très probablement, son but réel avait été de l'écouter pour savoir s'il criait assez fort. Sa première idée lui revint. Elle n'était probablement pas réellement un membre de la police de la pensée, mais c'était précisément l'espion amateur qui était le plus à craindre de tous. Il ne savait pas depuis combien de temps elle le regardait. Peut-être était-ce depuis 5 bonnes minutes, peut-être il était possible que Winston n'ait pas maîtrisé complètement l'expression de son visage. Il était terriblement dangereux de se laisser les pensées s'égarer quand on était dans un lieu public ou dans le champ d'un télécran. La moindre des choses pouvait vous trahir. Un tic nerveux, un inconscient regard d'anxiété. L'habitude de marmonner pour soi-même tout ce qui pouvait suggérer que l'on était anormal, que l'on avait quelque chose à cacher. En tout cas, porter sur son visage une expression non appropriée, pas être incrédule quand une victoire était annoncée par exemple, était en soi une offense punissable. Il y avait même en novlangue un mot pour désigner cette offense. On l'appelait face crime. La fille lui avait de nouveau tourné le dos. Peut-être, après tout, ne lui suivait-elle pas réellement. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence si elle s'était assise si près de lui 2 jours de suite. Sa cigarette s'était éteinte. Il la déposa avec précaution au bord de la table. Il finirait de la fumer après son travail s'il pouvait garder le tabac qui restait. Il était tout à fait possible que la personne assise à la table voisine fût une espionne. Il était tout à fait possible qu'avant 3 jours, il se trouvât dans les caves du ministère de l'Amour, mais un bout de cigarette ne devait pas être gâché. Sim avait plié sa bande de papier et l'avait rangée dans sa poche. Parson recommença à parler. Est-ce que je vous ai déjà raconté, vieux, commença-t-il en tapotant autour de lui le tuyau de sa pipe, que mes 2 gamins ont mis le feu à la jupe d'une vieille du marché? Il l'avait vue enveloppée d'un saucisson dans une affiche de bébé. Ils se sont glissés derrière elle et ils l'ont mis le feu à sa jupe avec une boîte d'allumettes. Ils lui ont fait une très mauvaise brûlure, je crois. Des petits coquins, pas, mais malins comme des renards. C'est une éducation de premier ordre qu'on leur donne maintenant aux espions, meilleure même que de mon temps. Dites, que croyez-vous qu'on leur ait donné dernièrement? Des cornets acoustiques pour écouter les trous de serrure. Ma petite fille en a apporté un à la maison l'autre soir. Elle l'a essayé sur la porte de notre salon et elle estime qu'elle peut entendre 2 fois mieux qu'avec son oreille sur le trou. Naturellement, vous savez, ce n'est qu'un jouet, mais cela leur donne de bonnes idées, pas? Le télécran, à ce moment, émit un coup de sifflet perçant. C'était le signal de la reprise du travail. Les 3 hommes bondirent sur leurs pieds et se joignirent à la bousculade autour des ascenseurs. Le reste du tabac tomba de la cigarette de Winston.